Donc, je me présente, je suis Franz Duboissé, je suis consultant RH et surtout ancien des RH dans différents secteurs comme le service, le commerce, le BTP, entre autres. Et aujourd'hui, responsable de la hotline sociale au sein de ma solution Paye et RH pour les entreprises qui cherchent soutien et accompagnement dans leurs décisions concernant la gestion de leurs ressources humaines. Aujourd'hui, nous allons Et pour aborder surtout la période de trêve des confiseurs, nous allons nous pencher sur la consultation du CSE et particulièrement sur les spécificités récentes que nous connaissons. Déjà, reprenons à la base. Est-ce que je dois convoquer mes délégués, tous mes délégués, autrement que par courrier? Avançons un petit peu dans le... Allez. Bon, le CSE doit se réunir tous les mois pour les entreprises de moins de 50 salariés, tous les 2 mois pour les entreprises de 50 à 300 salariés et tous les mois au-delà. Bon, on peut s'interroger là directement sur les compétences qu'avaient les délégués du personnel pour le CSE, pour les CSE des entreprises de 50 à 300 salariés. Bon, je pense que ça a été vu. Bon, il faut dire qu'un accord avec le CSE peut établir un calendrier des réunions à partir du moment où vous respectez le minimum de 6 réunions ordinaires obligatoires. Ces réunions ne seront suivies que par les titulaires ou les suppléants des titulaires absents. Les délégués doivent déposer leurs questions au minimum 2 jours avant la réunion. C'est vraiment le strict minimum pour les entreprises, surtout de moins de 50. Pour les plus de 50, l'ordre du jour est établi avec conjointement, très conjointement même, avec le secrétaire du CSE. Et il faut avoir en tête que seuls les points inscrits seront discutés pendant la réunion. Les questions diverses, la fameuse dernière ligne des ordres du jour, questions diverses, les questions diverses ne peuvent pas aborder des points importants. Là, je crois qu'il faut être extrêmement strict là-dessus. C'est trop important parce que si c'est un point important, normalement, il doit y avoir des documents qui doivent étayer les réponses ou la question et ces documents ne seront pas servis à temps à l'ensemble des membres du CSE. Donc tout le monde est convoqué, évidemment, ou informé. C'est-à-dire, quand je dis tout le monde, c'est l'ensemble des membres du CSE, titulaires, suppléants, les délégués syndicaux, si vous en avez, au CSE, les représentants du syndicat, etc. Le médecin du travail, l'inspecteur du travail, les agents de prévention et des organismes de sécurité sociale, la CARSAT, les experts s'il y en a besoin, les experts du CSE si vous êtes sur une réunion qui le concerne, c'est-à-dire la grande réunion de fin d'année sur les comptes, celle qui est particulièrement longue, fastidieuse et délicate. Cette convocation donc se fait par écrit, et c'est toujours mieux. Et de toute façon, elles doivent être distribuées ou envoyées contre décharge. C'est tout votre intérêt parce que ça vous permettra de bien valider le fait que tout le monde ait été convoqué dans les temps. C'est essentiel. Franchement, c'est essentiel. Alors évidemment, sur le quotidien, c'est pas essentiel. Tout se passe très bien, la vie est merveilleuse. Sauf qu'à un moment, il se passe toujours un petit problème, un petit quick, et quand rien ne va plus, rien ne va. Et c'est là où on viendra vous chercher des poux dans la tête.
et nous n'avons pas été contrôlés, nous n'avons pas été convoqués correctement, nous ne savions pas que ça allait se passer comme ça, qu'on discuterait de ceci, machin n'a pas été convoqué et c'est pas normal. Hop, donc on annule l'ensemble de la consultation et nous ne donnerons pas notre avis cette fois-ci puisque nous n'avons pas été convoqués correctement. Voilà grosso modo le scénario le plus classique qui puisse vous arriver. Alors, ces consultations obligatoires en matière économique, quelles sont-elles et dois-je vraiment donner tous mes chiffres le jour pour ces réunions? Donc, les points qui doivent être abordés pendant la réunion de CSE sont les suivants, mais il faut savoir qu'un accord signé toujours, il faut toujours avoir en tête qu'un accord peut être signé avec le CSE qui peut déterminer quelles seront les consultations et quelles seront leurs périodicités. C'est extrêmement essentiel à avoir en tête. Donc, les différentes consultations, il y a déjà les consultations annuelles. C'est la grande consultation sur l'orientation stratégique de l'entreprise, la situation économique. Évidemment, tout là, je parle pour les plus de 50. La situation économique et financière de l'entreprise, la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et les conditions de politique de formation, ce qu'on appelait avant le bilan de formation et le plan de formation, le rapport annuel sur la santé et la sécurité du personnel, si votre médecin du travail a eu la bonté de vous l'envoyer dans les temps, et le programme de prévention des risques professionnels. Ça, par contre, c'est à vous qu'elle revient. Ce sont les actions que vous avez inclus dans votre DUER, donc dans votre évaluation des risques. Donc, le plan d'action que vous allez établir pour l'année suivante. Enfin, dans les consultations annuelles, il ne faudra surtout pas oublier la consultation sur l'ordre de départ en congé payé tel que cela existait avant dans le cadre des délégués du personnel. Très important, ça évite là aussi tout un tas de discussions sans fin puisque c'est dans ces réunions que vous allez déterminer les dates de départ, la période de départ, mais surtout quelles sont les conditions dans lesquelles vont être choisies les personnes qui partent en congé et dans l'ordre de départ. Ensuite, il y a les consultations trimestrielles. Là, c'est toutes les consultations sur l'évolution générale des commandes, les programmes de production, les éventuels retards de paiement de cotisations sociales et surtout l'évolution des effectifs et des qualifications du personnel que vous devez donc établir tous les trimestres. Enfin, les consultations mensuelles, elles sont là aussi les effectifs, le chiffre d'affaires, les questions relatives au personnel, ce qu'on appelait avant les questions liées aux délégués du personnel, les réclamations. C'est le pendant des réclamations auprès du patron. Questions et toutes les questions de la vie quotidienne qui ont été mises à l'ordre du jour. Enfin, il y a les consultations événementielles, celles que l'on met en œuvre le jour où vous avez décidé de mettre, par exemple, le contrôle de l'activité des salariés en place. Donc, vous avez décidé de mettre une GTA, une pointeuse, une géolocalisation, n'importe ce que vous avez choisi. Il faudra évidemment passer par le CSE pour un avis, pour obtenir son avis. Évidemment, tout ce qui concernera les restructurations, les compressions d'effectifs, les licenciements économiques collectifs, les PSE, devront être discutés, consultés et avis donnés. Et là, quand tout se passe soit trop bien ou pas très bien, les opérations de concentration, les OPA, les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire. Bon, évidemment, il est essentiel, c'est d'obtenir un dialogue que chacun ait suffisamment d'informations. Il faut que chacun ait suffisamment d'informations pour échanger.
l'État et les législateurs ont déterminé une somme fantastique d'informations à donner aux délégués, il faut avoir en tête que cette transmission rentre dans une démarche pédagogique. Il faut savoir que si vous ne donnez pas d'informations, celles-ci seront de toute façon trouvées par un quelconque canal que vous ne contrôlerez pas. Et là, c'est plus que essentiel. Et du coup, elles seront plus ou moins exactes. Comme vous, absolument comme vous, les délégués ont besoin de connaître pour comprendre. Et si vous cachez des chiffres essentiels, pourquoi voulez-vous que ces mêmes délégués comprennent et soutiennent vos politiques économiques, vos choix sociaux, tout ce que vous allez mettre en place au fur et à mesure? Enfin, et ça c'est l'objectif du rituel annuel de la présentation des perspectives économiques et sociales à 3 ans, vos délégués maîtriseront mieux les objectifs à atteindre et comprendront mieux les actions d'anticipation que vous souhaiterez mettre en place à partir du moment où vous les informez, où vous leur dites voilà, cette année nous en sommes là, l'année prochaine on va espérer d'en être là, on compte dans la deuxième année cette situation-là, et dans la troisième année cette situation-là. Évidemment, ce sont des prospectives. Évidemment, ça ne vous engage pas. Ça dit voilà ce que l'on veut. C'est pas voilà ce qui sera, c'est voilà ce que l'on voudrait. C'est important pour les discussions, c'est important pour le climat social. Alors oui, il faut donner tous les chiffres. Et de toute façon, si on regarde bien, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas dans le dépôt des comptes auprès du greffe du tribunal de commerce. Bon, évidemment, pas aussi précis que là, enfin, dans le domaine du social, mais dans le domaine économique, c'est déjà ce qui est déjà donné. Évidemment, comme on peut se dire, ah ouais, mais moi, mais les documents ils sont pas lus, alors je fais qu'une seule projection et puis ça va bien. Là encore, le législateur est parti sur une démarche pédagogique. Il a décidé, il a réfléchi comment vous voulez-vous comprendre un torrent de chiffres qui est débité à chaque réunion dans un minimum de temps. En plus, avec des tableaux bien fournis, bien gras, bien colorés. Donc ça n'a pas marché. La législation demande des explications. Elle demande que tous les chiffres que vous allez présenter ne sont pas une exposition de chiffres, c'est vraiment une présentation de chiffres. Elles doivent être accompagnées d'explications pour permettre d'échanger avec vos délégués. Du coup, évidemment, le législateur place le fait de ne pas mettre à disposition les chiffres dans le domaine de l'entrave. Et avec toutes les conséquences qui en découlent. C'est-à-dire, vous ne donnez pas de chiffres, vous avez une entrave, soit syndicale, soit n'importe quoi. C'est une entrave à l'encontre de vos délégués, délégués représentants du personnel. C'est simple, hein, c'est 7 500 €, c'est possibilité d'emprisonnement, alors évidemment pas la première fois, je suis d'accord, sauf que c'est pas la peine d'attirer vers vous les projecteurs de l'inspection du travail, autant faire proprement et mettre à disposition l'ensemble des chiffres. D'autant si je reprends mon titre, s'ils sont pas lus, c'est pas grave. Bon, ils seront lus, mais il n'y a rien de grave, il n'y a rien à cacher dans une entreprise, à mon avis. Ainsi, aussi, il a déterminé toute une liste d'informations à donner. Sous quel format? Et il faudra que les délégués puissent
voir l'évolution de ceux-ci sur les 3 années, c'est-à-dire N-2, N-1 et N, enfin, l'année -2, l'année -1 et l'année. Et il envisage même la prospective sur les années N+1, N+2, N+3. Bon, alors évidemment, on regarde la difficulté du côté aléatoire de la prospective. Le législateur a laissé les parties s'accorder sur l'intérêt et de l'existence de la prospective dans les tableaux. Toujours pareil, vous avez un CSE, vous avez la capacité de faire un accord avec ce CSE. Faites des accords, mettez en place exactement ce qui est intéressant à avoir pour l'ensemble du CSE et ce qui vous évitera d'être contraint à la loi. Donc les thèmes ont été clairement déterminés, définis par la loi, mais là aussi, ils peuvent être négociés avec le CSE. Alors, ça regroupe à peu près, je ne sais plus combien, une dizaine de grands chapitres. Il y a l'investissement social, donc c'est toute l'évolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté, par mois, par catégorie. Tous ces fameux tableaux que tous les services du personnel tiennent, l'évolution de l'emploi des personnes handicapées, le nombre de stagiaires de plus de 16 ans, la formation professionnelle, l'investissement et autres. Tout ce qui concerne l'investissement matériel et immatériel, c'est-à-dire l'évolution des actifs nets d'amortissement et dépréciation éventuelles, les immobilisations, les dépenses de recherche de développement, et c'est là où vous allez mettre à contribution votre service comptable, et c'est là que vous n'allez pas vous faire des amis. La mesure pour améliorer les méthodes de production et les incidents sur les conditions de travail et de l'emploi. Autre chapitre, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui est en plus agrémenté du fameux indice égalité. L'analyse de la situation respective femmes et hommes par catégorie professionnelle en matière d'embauche, de formation, de promotion, de rémunération effective et d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. L'analyse des écarts de salaire et de déroulement des carrières en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté. Il faut être extrêmement précis. L'évolution du taux de promotion respectif entre les femmes et les hommes par métier dans l'entreprise. Les mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Les objectifs de progression pour l'année à venir et les indicateurs associés. Et ce sont des chiffres extrêmement compliqués à déterminer de façon automatique, par le biais de votre base de données. C'est des choses assez compliquées, complexes et lourdes à tenir. Autre chapitre, les fonds propres, l'endettement. Là encore, c'est messieurs les comptables, mesdames les comptables qui vont travailler, puisque c'est les capitaux propres, c'est les emprunts, dettes financières, c'est les échéances, c'est les charges financières, c'est les impôts et taxes. Bon, l'intérêt, c'est que là, c'est une fois par an que vous le mettez à jour et vous êtes assez tranquille. La rémunération des salariés et des dirigeants. Alors, j'insiste bien sur et des dirigeants, même si ça donne quelques boutons. L'évolution des rémunérations salariales, donc les frais personnels, y compris les cotisations sociales, l'évolution des salariales par catégorie, par sexe, comme on a vu avant, et l'évolution des salaires de base minimum. Bon, c'est la grille conventionnelle. L'épargne salariale, si vous en avez, avec l'intéressement, l'épargne et tous les comptes épargne qui peuvent exister dans l'entreprise. Dans les sociétés anonymes, bon, le montant des rémunérations versées
aux 5 ou 10 personnes les mieux rémunérées dans l'entreprise. Ça, c'est pour les entreprises de au moins 250 salariés. Activité, autre chapitre, l'activité sociale et culturelle. Bah, c'est tout le montant des contributions aux activités sociales et culturelles du comité du CSE. Et le mécénat, c'est relativement facile à donner, d'autant plus qu'ils sont au courant. Rémunération des financeurs, ça c'est encore un autre chapitre, c'est-à-dire tous les revenus distribués, les dividendes. L'actionnariat salarié, c'est intéressant, puisque si vous avez un compte entreprise, un compte épargne entreprise et qui vient s'incrémenter par les intéressements ou autres primes, ça permet de mettre en avant la part dans le capital des salariés, les dividendes distribués aux salariés. Bon, évidemment, il faudra mettre aussi ceux distribués aux actionnaires, quels qu'ils soient. Autre chapitre, les flux financiers. Alors, c'est-à-dire toutes les aides publiques, les exonérations, les réductions de cotisations sociales, les réductions d'impôts, les crédits d'impôts, les mécénats reçus, évidemment, les résultats financiers, chiffre d'affaires notamment. Bon. Les deux derniers chapitres sont beaucoup plus rapides, puisque l'un, c'est le partenariat, c'est-à-dire bon, c'est des partenariats entre différentes entreprises qu'il va falloir expliquer pour produire un service ou un produit. Et le deuxième, c'est les transferts commerciaux et financiers entre entités du même groupe, les transferts de capitaux, les cessions, les fusions, les acquisitions réalisées. Là encore, vous allez avoir le plaisir d'aller voir votre service comptabilité. Évidemment, tout ça, c'est extrêmement simple. Hein. Pas besoin de vous dire que ça se fait tout seul. C'est une horreur absolue. Et évidemment, là aussi, le support, comme pour le reste, doit être négocié avec votre CSE. Ça peut être un support comme sur la photo, tout un tas de liasses de papier, mais là, je vous souhaite un excellent courage de mise à jour. Et il faut savoir en plus que toute cette banque de données économiques et sociales ne doit pas être incomplète et doit être évidemment mise à jour. Et le CSE, évidemment, peut saisir le tribunal pour qu'il ordonne la communication des derniers chiffres et des éléments manquants. Donc, en cas d'absence, il faudra faire tout ça correctement sur tout ce que je viens de dire, mais sur les 2 années précédentes et les 3 années suivantes, plus l'année en cours. Donc là, tout va très bien. Bon, vraiment, c'est là tout l'intérêt que l'on peut avoir de négocier avec son CSE pour éviter que l'on se retrouve avec un tas de chiffres qui ne les intéressent pas et qui sera de toute façon à leur disposition s'ils décident de mettre un expert comptable du CSE en place. Évidemment, on a parlé de banque de données économiques et sociales, c'est la BDES. Ça s'adresse à toutes les entreprises de plus de 50. Et tout à fait dernièrement, on a décidé d'ajouter un E à BDES et la BDES devient la BDESE. Au cas où il n'y avait pas assez de chiffres, et ben là, on va en avoir un petit peu plus. Alors, comme on vient de le voir, la lourdeur des informations données oblige l'entreprise à négocier son support. Donc, c'est ce qu'on appelle la banque de données économiques et sociales, à laquelle le législateur a ajouté un volet environnement pour coller à l'obligation RSE. Cette BDES, doit être négociée avec les délégués avant sa mise en place. Au cours de cette négociation, il faudra avoir le support lui-même,
Donc le choix technique, est-ce que je prends le papier ou est-ce que j'informatise? Si j'informatise, je choisis quelle solution. Donc je présente différentes solutions et j'annonce le choix. On va négocier les thèmes abordés, les thèmes qui seront présents dans cette BDES, la présentation. Est-ce que ça vaut le coup qu'il y ait toutes les années avant et toutes ces années après? Les accès, et ça c'est extrêmement important. Qui a le droit d'avoir accès à cette BDES? C'est excessivement important et c'est important de bien regarder la solution choisie, savoir si vous êtes en capacité de bien gérer cette affaire-là en tant que RH. Et la mise à jour. Alors là soyez extrêmement vigilant dans votre choix pour pouvoir bien aborder la mise à jour. Donc, il faudra aussi aborder le thème de la confidentialité, parce que c'est bien gentil, mais tout ça, vous avez tout un tas de chiffres qui vous est donné qui doivent être mis sous le sceau de la confidentialité. Par contre, c'est un thème important à négocier à négocier. Franchement, c'est un thème important parce que ça va vous permettre de bloquer la transmission d'informations, de répandre toutes les informations qui veut bien l'entendre. Là aussi, dans les choix techniques que vous allez faire, vous avez des possibilités de traçage et la législation l'a permis de tracer qui regarde quoi et qui imprime quoi. Ce sera extrêmement important puisque ça vous permettra de peut-être détecter quelques fuites. Ça, c'est une chose qu'il faut absolument regarder. Ensuite, ceci concerne donc pas les entreprises de moins de 50, soyons clairs, même s'il est possible de le faire pour les moins de 50. Par contre, si vous faites le choix d'avoir une BDES chez vous informatisée, il va falloir que ce choix corresponde aux obligations législatives. Comme à chaque fois dans les RH, si vous voulez faire mieux, il faut faire mieux, mais en respectant les règles. Donc le fameux E ajouté correspond évidemment à l'environnemental, et il découle tout droit des obligations nées de la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Les informations que vous allez donner sont celles qui seront liées aux conséquences environnementales de l'activité de votre entreprise. On ne pourra pas s'en faire d'économie. Vraiment, il faudra passer par ce canal parce que l'entreprise a un impact environnemental de par son activité et de par sa production. Donc, il va falloir en informer tout le monde. Comme on l'observe dans le champ associatif et politique, l'environnement entre dans la donne sociale de l'entreprise et celle-ci doit se justifier auprès de ses salariés par le biais de ses représentants. Là, il faut être clair, il faut prendre ça en compte maintenant dans la RH. Donc cette BDESE peut évidemment être utilisée pour faire parvenir des documents aux représentants de tout ordre, y compris et surtout à l'occasion de négociations telles que la négociation annuelle sur les salaires, toutes les négociations autres. Il faut prendre ça comme un magnifique vecteur. C'est une banque de données. Donc la personne, vous mettez à disposition une série d'informations. La personne va aller voir. Ça, c'est pas votre problème. Vous avez mis à disposition des informations. Maintenant, s'il veut venir à la négociation sans avoir lu les documents, c'est son droit le plus absolu. Alors, il y a d'autres consultations, parce que là, la liste que je vous ai donnée, c'était juste pour rigoler. Il y a aussi toutes les consultations liées à la matière de sécurité, évidemment.
Est-ce qu'une par an, ça suffit? Eh ben, c'est le législateur qui a répondu à ça. Votre CSE est devenu votre interlocuteur unique, privilégié sur la sécurité. Le CHSCT ayant disparu et ses compétences ont été absorbées par le CSE, comme il a absorbé les compétences des DP et du CE. Le CSE est devenu l'interlocuteur en matière de sécurité, de santé et de conditions de travail. Au passage, on peut remarquer que l'hygiène a disparu dans l'affaire. Donc, si on peut être tout caca partout, c'est impeccable. Bon, ça a disparu. C'est vrai que les temps ont changé, mais tout de même, c'est un pan qui disparaît des compétences du CSE. Donc, on retrouve le rythme qu'avait le CHSCT auparavant, sauf qu'il s'intègre dans l'ordre du jour du mois. Pour ceux qui ont connu les DUP, DUP, les délégations uniques du personnel, on retrouve à peu près le même système. C'est-à-dire on regroupe tout sous un seul fanion et avec les mêmes représentants. Il faut dire qu'à bien regarder, c'était les mêmes représentants qui étaient sur l'ensemble des commissions, soit au DP, soit au CHSCT, soit au CE. Maintenant, c'est clair, ils sont tous au CSE. Par contre, évidemment, le jour où donc le rythme, c'était une fois tous les trimestres en CHSCT, et là, il va falloir faire le même rythme de convocation tous les trimestres, sauf que ce jour-là, enfin, à l'occasion de ces 4 réunions, il faudra évidemment convoquer l'agent de la CARSAT, et le médecin du travail, qui devront être là pour ces réunions. L'inspecteur du travail aussi, d'ailleurs, ce qui des fois peut consolider vos positions en matière de sécurité. Je l'ai vécu moi-même. Ça râlait sur des obligations de sécurité que l'on mettait en place. Certains salariés refusaient de mettre les EPI, alors les EPI des équipements de protection individuelle, c'est-à-dire les chaussures de sécurité, les gants, les casques et autres, parce que ça les embêtait et que c'était pas pratique pour travailler. Nous, on maintenait notre position et pendant cette réunion-là, l'inspecteur a été extrêmement clair. Messieurs, votre employeur peut vous licencier si vous n'acceptez pas de suivre les consignes de sécurité. Et il aura mon soutien. Bon, là au moins la messe était dite, c'était sympa. Au moins j'avais gagné quelque chose pendant cette réunion. Donc nous allons retrouver le rythme que l'on connaissait avant, des consultations. À la fois les consultations annuelles, c'est le rapport annuel sur la santé et la sécurité du personnel, le programme de prévention, comme on l'a vu tout à l'heure, et des risques professionnels, tout ce qui concerne la santé et la sécurité, et les consultations trimestrielles, c'est l'état des accidents du travail, l'état des accidents de trajet, les enquêtes du CSE sur les conditions de travail ou sur les accidents de travail s'il y a eu un accident de travail grave. Le CSE est en droit de faire une enquête lui-même. Et comme pour le CHSCT, s'il y a un accident grave, il est absolument indispensable de réunir de façon exceptionnelle votre CSE. Pour les grandes entreprises, c'est-à-dire celles de plus de 300 salariés, le CSE peut mettre en place une commission particulière, c'est le CSSCT, la commission santé, sécurité et conditions de travail.
qui, elle, aura en charge ce que le CHSCT faisait avant. Et comme pour le CHSCT d'ailleurs, les membres devront suivre une formation déterminée par la loi, soit selon les effectifs, soit 3 jours, soit 5 jours. Et évidemment, comme pour le reste, cette commission peut être mise dans les entreprises, peut être installée dans les entreprises de moins de 300 salariés, si vous êtes mis d'accord avec votre CSE. Mais vous le pouvez aussi par une décision unilatérale de l'employeur, une DUE. Vous pouvez mettre en place cette commission. Évidemment, la commission, c'est beaucoup plus souple à faire fonctionner que le CSE. Mais il faut savoir que de toute façon, cette commission devra rendre des comptes de ses travaux au CSE. Ça, c'est obligatoire, comme toutes les commissions. Alors, bon, est-ce que je suis obligé de consulter mon CSE pour un licenciement d'un salarié inapte médicalement? Bon. Alors, parmi les compétences du CSE, la procédure de licenciement dans le cadre d'une inaptitude médicale lui laisse la part belle. Il faut bien le dire. La procédure de consultation du CSE ne concernait que les licenciements pour inaptitude médicale suite à un AT auparavant. Maintenant, elle concerne toutes les procédures de licenciement pour inaptitude. Donc, après avoir reçu l'avis d'inaptitude du médecin du travail, l'employeur est tenu de consulter ses représentants du CSE avant toute tentative de reclassement ou de licenciement. C'est-à-dire, je reçois un avis d'inaptitude, je commence par consulter mon CSE avant de regarder si je peux reclasser ou si je dois licencier la personne. Logique, puisque le CSE est une compétence, CHSCT est une compétence sur toutes les conditions de travail. Elle doit regarder ce qui s'est passé, pourquoi il est inapte et comment on va faire pour éviter le licenciement. Cette consultation est rendue obligatoire par la loi travail et doit impérativement être formalisée. Ça veut dire il y a une convocation du CSE et il y a un compte-rendu. Il y a un avis qui doit être donné et l'avis compte énormément. Ceci permettra à l'employeur donc de prouver que la procédure de licenciement a été menée régulièrement, si on va au licenciement, et d'écarter évidemment toutes les sanctions prud'homales qui peuvent exister dans l'annulation, par exemple, en cas de défaut de procédure. Donc, l'avis du CSE n'oblige en rien l'entreprise, ça il faut le savoir, quand bien même leur consultation est obligatoire. C'est-à-dire, je consulte, le CSE donne un avis, mais je ne suis pas tenu à son avis. Bon, évidemment, dans un but de dialogue social pacifique, apaisé, on ne peut que recommander de prendre en compte l'avis des représentants du personnel avant toute procédure de licenciement. Ça passera tellement mieux. Ne pas consulter donc le CSE constituerait un délit d'entrave et exposer l'employeur, donc vous-même, à des sanctions pénales. Il faut avoir ça en tête. Et donc, au regard du champ de compétences du CSE, cette obligation apparaît logique. Il ressort bien du domaine des conditions de santé, de sécurité, et donc par voie de conséquence, des conditions de travail. Donc, prendre l'avis du CSE sur un reclassement ou un non-reclassement consolide votre dossier. Il lui donne une véritable légitimité, évidemment, sauf si votre décision va à l'inverse de son avis, sauf que son avis doit être étayé quand même. Et ne pas faire cette consultation vous expose à une déclaration de nullité de votre licenciement devant le juge.
Alors, évidemment, tout le monde ne va pas devant le juge, mais quand même, il y a à peu près beaucoup de chances que ça finisse, si ça n'a pas été fait correctement, que ça finisse devant le juge. Alors, pareil, est-ce que c'est vraiment utile de consulter mon CSE pour licencier un membre du CSE? Je connais la réponse. Ils vont me dire, bah non, non, on va pas licencier notre pote. Effectivement, les membres élus de la délégation du CSE, les délégués syndicaux, les salariés mandatés par une organisation syndicale représentative, les représentants de la section syndicale, ce qu'on appelle les RSS, les salariés ayant demandé l'organisation de l'élection des représentants du personnel dans l'entreprise. Vous savez, celui qui fait le petit mail ou qui vient voir le patron en disant disons patron, on n'a pas de CSE, ça serait sympa de le faire. On est quand même maintenant 250 salariés, on va peut-être pouvoir commencer à faire quelque chose. Les représentants des salariés désignés dans le cadre d'un redressement de liquidation judiciaire, enfin bon, là c'est moins fréquent. Les salariés pouvant prouver que l'employeur connaissait l'imminence de sa candidature. Alors attention, là on joue sur du fin quand même. Ou de sa désignation en tant que représentant du personnel avant d'être convoqué à l'entretien préalable. Donc ça, c'est fort possible. Les conseillers prud'homaux, les représentants auprès des différents organismes de sécurité sociale et autres, tous ces gens-là sont protégés en cas de licenciement. Mais aussi en cas de rupture conventionnelle et aussi en fin de CDD. En gros, à partir du moment où on a abouti à une rupture du contrat dans lequel l'employeur a été décisionnaire. Leur statut les mettant en lumière face à l'employeur, il est nécessaire de les protéger contre des manœuvres, de rupture du contrat de travail. Ceux qui sont devant, comme en cas de guerre, quand on est devant, on est plus protégé que quand on est derrière. La protection donc amène dans cette affaire un troisième interlocuteur, c'est l'inspecteur du travail qui devra mener une enquête. Il devra toute la chance de voir l'inspecteur mener son enquête sur le bien fondé du licenciement. Alors logiquement, c'est pas sur le bien fondé, mais c'est surtout il devra vérifier qu'il n'y a aucun lien entre la rupture du contrat ou le non-renouvellement du CDD et le mandat lui-même du salarié. C'est une enquête qui repose sur le dossier présenté par l'entreprise, qui repose sur un entretien avec l'employeur et un entretien avec le salarié. Cela vaut donc pour les licenciements, pour les non-renouvellements de CDD, si ça se passe pas bien. Bon, enfin bon, il faut déjà tomber sur le CDD qui a un mandat de représentant du personnel. Et donc j'ai dit le licenciement, les non-renouvellements de CDD et les ruptures conventionnelles. C'est une rupture particulière avec un formulaire particulier. Ne pas rater cette étape parce que là, vous mettez devant de très gros problèmes quand même, que ce soit avec le salarié, que ce soit avec le juge et surtout avec l'inspecteur du travail à qui vous lui avez enlevé son travail. Donc ça, sa mission, on l'a vu, et la quatrième interlocuteur, c'est évidemment le CSE, qui doit être consulté et doit donner son avis sur ce licenciement. Alors, évidemment, vu comme ça, bah oui, mais ils vont évidemment me dire
que c'est pas bien, c'est pas très grave. L'intérêt, c'est que vous puissiez donner la version patron des motifs de licenciement, parce qu'ils ont, vous inquiétez pas, reçu la version salarié du licenciement. Cette réunion pourra vous permettre de vous expliquer sur vos motifs et sur votre décision, mais aussi, ça vous permettra de montrer que vous avez assumé vos responsabilités face aux autres salariés qui ne sont, eux, pas protégés par un mandat. Vous avez tous entendu, mais lui, de toute façon, il peut faire n'importe quoi, il est protégé, je ne peux pas le licencier. Et nous, dès qu'on bouge une oreille, on est sanctionné. Là, cette démarche vous permet quand même bien de montrer que vous êtes patron à la fois des salariés non protégés et des salariés non protégés et non protégés. Donc cette protection n'est pas absolue, il faut le savoir. Il n'y a aucune impunité pour le représentant du personnel sur les fautes qu'il commet. C'est juste un bouclier contre des décisions iniques. Si le salarié a fait des choses répréhensibles, sanctionnables, évidemment, et là je vous renvoie à ce que l'on avait dit dans d'autres webinaires sur les sanctions, il faut que ça soit contrôlable, vérifiable, dûment prouvé, constaté, et ça ne repose pas sur des je pense que et il n'est pas gentil avec moi, mais sur des faits concrets. Le représentant du personnel est un salarié comme un autre. Si la sanction n'est absolument pas liée à son mandat, l'inspecteur du travail n'ira pas contre votre décision. Et en plus, s'il va contre, vous avez encore la possibilité d'aller contester sa décision devant le juge administratif. Oui, parce que c'est une décision administrative, et donc ça se conteste devant le juge de tribunal administratif. Petite chose sur le CSE, le droit d'alerte. Ah, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Et là, c'est un point tout à fait délicat. Le droit d'alerte, alors ici, on va le dire, c'est le droit d'alerte économique, même s'il est du ressort aussi du droit d'alerte sécurité du CSE. Mais il n'appartient pas qu'au CSE, il appartient aussi à chacun des salariés. Donc on va se concentrer sur le droit d'alerte économique. C'est un droit qui est laissé à ce CSE pour sommer le dirigeant de s'expliquer dans ses choix économiques, financiers ou sociaux, parce que le CSE décèle dans les comptes des prémices de problèmes très graves pour l'entreprise. Là, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est un droit d'alerte qui peut être utilisé. Ce droit d'alerte, il peut être utilisé pour savoir, c'est-à-dire avoir accès aux livres comptables, et généralement, ça par le truchement d'un expert comptable désigné par le CSE. C'est aussi un moyen pour le CSE de faire savoir son inquiétude d'une gestion pouvant amener l'entreprise à sa perte. Dans la procédure d'alerte, il est prévu que le conseil d'administration soit destinataire du rapport et qu'il se prononce, lui aussi, le conseil d'administration, et qu'il donne son avis. C'est vraiment une protection, une alerte contre la direction, contre une direction. Alors évidemment, vu comme ça fait bizarre. Si c'est le patron et le propriétaire, ça va pas donner grand-chose, il sait à peu près. Par contre, ça peut être intéressant pour les entreprises un peu plus importantes ou qui sont sous surveillance d'un conseil d'administration, un conseil de surveillance, et qui ne sont pas obligatoirement au courant de tout. Donc le CSE est là et demande, il met en place son droit d'alerte. C'est donc un
un moyen d'anticiper des dérives que le CSE détecte dans la gestion de l'entreprise. C'est une arme lourde, mais alors lourde à gérer, puisque l'expert comptable du CSE détient exactement les mêmes droits de regard que votre expert comptable à vous. Il a accès à tous les comptes, toutes les factures, et généralement, le rapport aboutit à une série de questions auxquelles le dirigeant devra apporter des réponses, mais des vraies réponses. C'est un exercice évidemment périlleux, parce que les réponses sont consignées dans le compte rendu. Et alors, pour que ça passe bien, il faut évidemment, comme je dis depuis le début, ça peut être un bel exercice s'il est particulièrement pédagogique, évidemment sincère. Et l'intérêt, c'est de faire comprendre les chiffres aux délégués. Voilà ce qui se passe, voilà vos interrogations. Vos inquiétudes sont telles et telles. Je vais répondre à vos inquiétudes parce que voilà le plan que l'on met en place, voilà ce que l'on cherche à avoir, voilà ce qui se passe réellement. Oui, on a perdu un très gros client, mais à côté de ça, on est en pleine phase commerciale forte et qui apporte ses fruits. Il faut être extrêmement pédagogique, ça peut permettre d'éviter que ça se reproduise. C'est extrêmement lourd à gérer, extrêmement lourd. Ça met des tensions importantes, hein, évidemment, entre vous et le CSE. C'est un signe aussi, soyons clairs, hein, que le dialogue n'est pas aussi bon que ça, qu'il passe pas aussi bien que ça, et qu'il est peut-être bon de revoir un peu les copies et d'avoir plus de pédagogie dans dans les informations que vous donnez et dans les réponses que vous faites à chaque réunion. C'est un point extrêmement important, ce droit d'alerte. N'espérez pas en avoir un. Franchement, c'est désagréable et extrêmement lourd. Ça met tout le monde, mais absolument tout le monde sur le pont. D'ailleurs, en plus, d'avoir à répondre et à perdre un temps extrêmement précieux, faut-il payer un autre expert alors que j'ai déjà mon expert comptable? Ça, c'est la question que l'on peut se poser, évidemment. Le droit d'alerte est déclenché généralement parce que la présentation des comptes annuels, lors de la présentation des comptes annuels, les délégués ont relevé des anomalies ou des inquiétudes. Donc, la présentation des comptes est une séance particulièrement fastidieuse, mais non dénuée d'intérêt tout de même. Si celle-ci n'est pas faite dans l'esprit de partage d'informations, mais très rapidement, mais pris par-dessus la jambe, très rapidement, le CSE va chercher à s'entourer pour mieux comprendre. Donc, ils vont faire appel à un expert comptable, expert généralement, très souvent, voire quasiment exclusivement, sponsorisé par un syndicat. Il faut savoir que chaque syndicat a un cabinet d'expertise comptable partenaire voire très proche des valeurs qu'ils défendent. Évidemment, l'expert comptable n'aura pas de la CGT n'aura pas exactement la même vue que l'expert comptable de la CFTC, qui n'aura pas la même vue que l'expert comptable de la CGC. Ça fait appel donc à un prestataire qui a un coût, et je vous invite, mais vraiment très fortement, à ce que cette expertise, cet appel à l'expert, fasse l'objet d'un devis qui peut être soit accepté en l'état, évidemment, soit négocié, et si vous en avez de solides arguments. Donc, la loi Macron, elle a établi que
cette facture sera partagée entre l'employeur et le CSE, ce qui peut freiner quand même un petit peu les velléités. Mais comme les frais d'expertise sont pris sur le budget fonctionnement, qui est un budget qui est très très peu utilisé, ça a juste pour intérêt de renvoyer ce que vous avez donné, le 0,2% que vous avez donné en frais de fonctionnement pour payer une facture qui, et on peut dire a été augmentée d'autant, c'est-à-dire de 20% par ce cabinet d'expertise comptable, pour que ça puisse bien se passer et que le CSE n'ait pas à payer à la hauteur de ce qu'il devrait payer. Donc les frais d'expertise sont, selon les cas, à la charge de l'entreprise, parce qu'il n'y a pas que l'expert comptable, hein, il y a aussi l'expert sécurité, un expert dans tout. Ça, il n'y a aucun souci. Il est à la charge, il est réparti entre l'employeur et le CSE, 80% pour l'employeur, 20% pour le CSE. Mais le choix de l'expert est laissé à l'appréciation du CSE, il faut le savoir. La mission doit être clairement établie dans la lettre de mission, préparée par l'expert comptable, et la mission ne pourra pas déborder le cadre établi. Ça, c'est essentiel à savoir, c'est essentiel à faire respecter. Les recours de l'employeur sont toutefois possibles lorsqu'il conteste le choix de l'expert. Bon, toujours pareil, son coût ou l'opportunité d'expertise, mais là, il faut avoir quand même des gentils arguments, puisque les recours, le CSE peut aussi avoir des recours, notamment lorsque l'expert ne dispose pas de moyens pour accomplir sa mission, c'est-à-dire que vous ne lui donnez pas les informations dont il a besoin et dont il a le droit. Donc le CSE peut également faire appel à tout type d'expertise, comme j'ai dit, rémunéré par ses soins pour la préparation de ses travaux. Entre autres, ça peut arriver sur le plan de formation, qui peut être assez intéressant. Bon, c'est indéniable que cette procédure a une énorme capacité de nuisance, tout ce droit d'alerte, puisqu'elle c'est pas une péripétie passagère, hein. Elle implique un très gros boulot avant, un très gros travail pendant et un très très gros travail après la séance, et ça implique un gros engagement des fonctions support pendant au moins un mois. Il faut le savoir, le droit d'alerte, c'est pas du gâteau. C'est moins qu'on puisse dire. Dernier point, qui rédige les comptes rendus de la réunion? Logiquement, le compte rendu est rédigé par le secrétaire de CE, sinon c'est pas la peine d'avoir un secrétaire de CSE, pardon. Comme l'ordre du jour, il revient d'établir le compte rendu ou le procès verbal si vous ou lui est extrêmement légaliste de la séance. Alors le compte rendu donne un compte rendu des discussions et autres. Le procès verbal reprend toutes les discussions et toutes les paroles dites. Il doit reproduire de toute façon ce qui a été annoncé et discuté. Ça, il n'y a aucun souci. C'est déterminé, ce compte rendu peut être évidemment contesté par l'employeur s'il découvre qu'il ne relate pas la réalité des échanges ou que ses propos ont été légèrement transformés. Rien non plus n'empêche de demander à ce que soit annexé un compte rendu établi par l'employeur. Bon, évidemment, il y a tout intérêt à ne pas abuser de cette pratique parce que ça va vite tourner vinaigre. Il est aussi possible de sous-traiter la prise de notes et la rédaction du compte-rendu par une société extérieure. Pour l'avoir fait, c'est extrêmement pratique et agréable. Mais évidemment que si l'ensemble des parties sont d'accord, à la fois le CSE
et toutes les parties du CSE, parce que généralement le CSE, c'est quand même la représentation de différents syndicats ou listes libres. Donc tout le monde n'a pas la même vision du CSE. Et donc il faudra évidemment s'assurer que tout le monde soit d'accord sur le fait d'être enregistré, ce qui est la méthode la plus utilisée par ces sociétés-là. Pour l'avoir fait, c'est extrêmement agréable. Très rapidement, dans des délais qui sont très bons, alors peut-être qu'on était tombé sur une bonne société, vos PV sortent et sont parfaitement rédigés et qui reprend très très bien l'esprit de votre réunion. Nous vous incitons évidemment à être particulièrement vigilant sur les termes utilisés dans les PV, parce que, comme on le sait, si les paroles s'envolent, les écrits restent et sont même à disposition des salariés, je le rappelle. Donc, il revient d'ailleurs à l'employeur d'en assurer la diffusion. Pour cela, il doit recevoir le compte-rendu dans les 15 jours qui suivent la réunion. Alors, certains secrétaires y arrivent, d'autres n'y arrivent pas parce que ils ont du boulot, c'est très lourd à gérer. Et pourquoi 15 jours? Parce que le compte-rendu doit être annexé dans les 15 jours à des convocations, à des pré-convocations, dans les informations, dans la masse d'informations à donner, dans le cadre d'une convocation à la réunion suivante. Alors, comme si c'est tous les mois, votre réunion est tous les mois, le compte-rendu doit être donné aux élus 15 jours avant la réunion. Donc, il faut qu'ils soient là dans les 15 jours après la réunion pour pouvoir donner cet compte-rendu et pour pouvoir faire en sorte que le CSE puisse valider le compte-rendu. Alors, ça vient un petit peu à l'encontre des délais de remise de l'avis, puisque le CSE a un délai d'un mois pour remettre son avis. Bon, tout ça est bien à gérer dans le cadre de l'accord avec votre CSE. Tout ça, c'est évidemment parce que tout ce que je vous donne est fait dans le cadre de hors accord. Et vraiment, l'accord peut régler ces détails, y compris dans la diffusion sur l'intranet de l'entreprise ou la consultation à telle date. Ça, c'est pour les plus petites entreprises, telle date et tel jour. Par exemple, dans les entreprises de moins de 50, les questions doivent arriver, elles, 2 jours avant la réunion et les réponses doivent être faites par l'employeur, comme pour les anciens DP, hein, dans les 6 jours après la réunion. Donc, elles doivent être tenues à disposition des salariés au moins 1 heure tous les 15 jours, soit par l'ouverture du secrétariat, 1 heure tous les 15 jours, pendant lesquels les salariés peuvent venir voir les réponses, les questions et les réponses données. Voilà pour le CSE. C'est assez compliqué à faire en sorte que tout se passe correctement. Vraiment, j'insiste lourdement sur le fait que essayer d'avoir de cadrer tout cela dans un accord avec votre CSE, vous le vivrez beaucoup plus facilement. Tout le monde sera, vous pourrez renvoyer tout le monde vers cet accord s'il y a des désaccords à un moment ou à un autre. Et pourquoi nous, on n'a pas eu ça? C'est quand même beaucoup plus facile de renvoyer vers l'accord signé. Sachez que pour les petites entreprises, cet accord n'a pas besoin d'être validé par le personnel puisque le CSE est l'émanation du personnel. Voici pour ce webinaire. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Avant ces questions, je vous souhaite évidemment d'excellentes fêtes de fin d'année. Mais on se retrouvera et on refera un webinaire le 11 janvier
Sur la déclaration d'inaptitude, ses conséquences et comment s'en débrouiller, s'en dépêtrer, parce que c'est un petit point délicat et que les inaptitudes médicales ne concernent pas que des gros accidents, chute d'un échafaudage et autres, c'est aussi tout ce qui concerne le burn-out, tout ce qui concerne le stress, et donc toute entreprise, qu'elle soit déclarée pas dangereuse, peut avoir un accident du travail, une déclaration d'inaptitude pour des problèmes psychologiques et non physiques. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Vous avez le micro ouvert, donc vous pouvez y aller. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, donc je vous donne rendez-vous le 11 janvier prochain, si vous le souhaitez. Donc merci à tous et je vous souhaite donc de bonnes fêtes de fin d'année et tous mes voeux pour 2022. Merci et bonne journée.